Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fin d'année. C'est l'heure des bilans puisque 2025 approche de sa fin à grands pas et qu'on arrive très bientôt en 2026. Noël, c'est à peine dans quelques semaines. Donc pour moi, c'était l'occasion de parler un petit peu, de faire un bilan tout simplement de l'année, de lancer sur 2026 et évidemment une petite surprise à la clé. Donc déjà d'un point de vue en tant que rôliste, c'est une année où j'ai pu finir la campagne du Trône d'Épines de Symbaroum. C'est une campagne que j'avais poussée sur 1 an et demi, donc déjà pour moi c'est assez long, hein. Je sais qu'il y a des gens qui jouent pendant des années, mais moi au bout d'un an en général je commence à me lasser, donc c'était plutôt cool. On a fini en fin avril, fin mars je crois, donc ironiquement ça a coïncidé avec la fin d'un boulot, donc j'étais complètement éclaté quand j'ai fini le truc. C'était mentalement et psychologiquement, j'étais un peu ailleurs. Vous pouvez le sentir d'ailleurs si vous écoutez la vidéo du bilan où j'interviewe mes joueurs, où j'ai l'air complètement décalqué. Et donc j'ai eu l'occasion, c'est aussi l'année où je me suis remis à jouer en club, alors ça physiquement, donc ça c'est assez impressionnant parce que donc moi j'ai passé tout mon collège, tout mon lycée et une partie au début de mes études universitaires dans un club de jeux de rôle assez historique à Rennes, qui sentait un peu le renfermé, on va pas se mentir. Il y avait un peu ce côté, on a joué à tout, on a tout fait. Tout ce qui intéressait, c'était de jouer à donjon et dans un espèce d'univers perso. Et à côté, ils utilisaient un truc un peu gloubi-boulga pour un système basé sur White Wolf, mais qui était un peu différent. Donc c'est un peu curieux. C'était le club d'adoption du Grumpf. Donc moi j'ai connu le Grumpf assez tôt, on va dire. J'ai eu l'occasion d'aller chez lui pour des conventions holistiques quand je finissais, quand je passais mon bac, donc ça commence un peu à remonter effectivement. Mais il y avait un côté ouais, un peu bizarre, c'est-à-dire que les gens étaient très sympas, je me suis fait des amis pour la vie, hein, que j'ai encore, mais c'était un peu bizarre et ça m'a pas laissé un super goût, surtout sur la fin où je sentais que ça commençait un peu pour moi à tirer la corde et j'ai jamais eu un peu la réflexion. Internet c'était un peu, il n'y avait pas forcément Discord et compagnie, et puis pour rencontrer des gens sur le jeu de rôle c'était un peu complexe parce que moi je suis arrivé dans le jeu de rôle en 2000-2001, donc j'étais tout jeune, hein, j'avais 13 ans, mais il y avait déjà un peu ce côté que post-Mireille Dumas, où le jeu de rôle était un peu au creux de la vague, et il y avait des gens qui étaient vraiment bizarres, donc évidemment, bon, hormis des gens qui, voilà, physiquement, étaient un peu, disons, des archétypes, il y avait vraiment des mecs chelous. Enfin, moi je me souviens toujours d'un mec, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, qui m'a ramené en voiture chez moi, et qui était, évidemment, parce que j'avais pas le permis, mec très, très propre sur lui, consciencieux, haut fonctionnaire, les trois gamins, machin, la femme à la maison, enfin voilà, vous voyez un peu le délire. Et le mec il me dit ouais mais tu vois tous les mecs au club et tout, ils sont tous gros, obèses, ils ont jamais eu de copine, etc. Et en fait il me balance ça, et c'est d'une violence, et je sais pas pourquoi, je sais pas si dans ta tête c'est un jeu pervers ou un truc, mais c'est vrai que quand vous avez ça, quand vous avez 15-16 ans évidemment, que les hormones vous taraudent, que vous avez l'impression de pas être compris, enfin c'est le terme, le cruc de l'adolescence. C'est un peu comme quand vous lisez, si vous lisez comment dire, Welbeck à cet âge-là, quoi. Il y a tout un côté sur la sexualité, sur un peu la tarification en fait de l'amour qui est présent, alors qu'en fait enfin je sais pas, Welbeck c'est un peu particulier, mais il y a vraiment ce truc où si ça vous tape à ce moment-là, dans l'adolescence, à ce moment-là, ça a tendance à impacter, et moi ça m'a beaucoup affecté, et c'est vrai que c'est un truc que je me suis toujours demandé pourquoi ces mecs ont des personnalités aussi narcissiques et toxiques que ça, en fait, simplement, parce que évidemment tout le monde n'est pas comme ça, loin de là. Mais c'est vrai que j'allais un petit peu à reculons en me disant putain, même 20 ans plus tard, est-ce que j'ai vraiment envie de me coltiner à un club où je sais qu'il potentiellement j'ai beaucoup de cassos. Et en fait, pas du tout. J'étais étonné, je suis allé dans un club justement qui était fait par un ancien de ce club-là, dans la banlieue rennaise. Un truc très ouvert, complètement différent, avec plein de gens différents, de la mixité sociale, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, et justement sur une base aussi, on pouvait très facilement dire bah voilà moi ce que je propose, et les gens acceptent ou pas, et ça se passe très très bien. Donc comme quoi des fois il faut garder un petit peu l'esprit ouvert, donc je suis un peu allé en mode random en disant bah je vous fais du Delta Green si vous voulez. Et c'est passé, on n'a jamais fini le scénario, mais bon, ça c'est un autre truc. Et en fait, à la rentrée, je suis arrivé en disant, bah maman, si vous voulez, je propose Delta Green en quinzaine, donc je fais avec God's Hunt, qui sont 4 scénarios un peu différents, basés sur God's Teeth, mais très très rigolo, très sympa, et en fait, on se marre bien. Il y a toutes les typologies de rôlistes, donc il y en a un qui est plutôt plus jeune que les autres, mais qui a jamais joué à Appel de Cthulhu, donc il découvre, et c'est plutôt cool, parce que Delta Green, par le côté culturel de X-Files, de Fringe, est facilement discernable pour des gens qui n'ont pas lu Lovecraft. Il y a des gens
T'as un mec qui a dit de son l'appel de Toulouse est le meilleur truc, j'y reviens toujours. Il y a d'autres mecs, il y a un type par exemple, classique, il a fait le gros break avec ses gamins sont grands, puis il dit ouais c'est bon, moi j'ai fait les œufs de Carlate quand j'étais jeune, les Madiratotep, j'ai envie de m'y remettre. Et donc il y a tout un peu cette mixité qui est très très rigolote, et ça se passe très très bien, donc ça c'est chouette, c'est toujours très agréable. J'ai aussi découvert le jeu en ligne cette année, donc ça c'est assez rigolo. J'ai notamment fait du Delta Green encore une fois, parce que c'est sur une base de one-shot, qui s'est très bien passé avec des gens complètement différents de toute la France. Donc ça c'était très très chouette. Même si évidemment c'est plus crevant face à un écran, puis moi je préfère jouer juste au micro, donc je fais confiance aux gens qui glandent pas trop, mais en général je préfère ça, j'aime pas trop tout l'attirail, la vidéo, le machin, le bidule, donc si les gens veulent enregistrer ils peuvent, mais voilà, chacun voit sa sauce. Et c'est très très bien passé, on a fait tout Black Site, donc, qui est l'un des bouquins de scénario de Delta Green, et c'était très très bien. Là, je m'apprête à commencer, je commence Godsteed, donc j'ai trouvé des gens pour jouer à Godsteed. Je me dis que c'est sûrement crade, mais c'est le moment parfait parce que justement, étant en pleine, comment dire, étant déjà mentalement étant un peu bas avec l'idée de devoir retrouver un stage, un machin, ça me bouffe quoi. Je me dis bon bah c'est le bon moment pour faire une sorte de catharsis et de lancer justement la campagne trash de Delta Green. Donc on va voir un peu comment ça se passe ça, sur une base assez récurrente. Et ça, c'est essentiellement ce qui s'est passé en 2025. J'ai pu tester aussi d'autres trucs comme Dragonbane, Coriolis, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, après, donc au niveau de la chaîne, ça s'est plutôt très bien passé, puisqu'en fait j'ai réussi à tenir mon cap de une vidéo par semaine, donc c'est bien. J'ai eu des bonnes relations avec les éditeurs, donc notamment Chaosium, Cubicle 7, même si Cubicle 7 ils ont changé de directeur marketing. J'ai aussi réussi à intégrer avec FreeAliga des PDF, mais surtout en fait des jeux qui me sont envoyés physiquement. Ce qui évidemment pour vous comme pour moi est plus intéressant. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'en fait FreeAliga est une toute petite structure qui en fait ne fait pas le marketing et la communication lui-même. Donc en fait ils ont embauché des mecs externes qui sont une boîte de public relations. Et cette boîte-là en fait ils m'ont dit non, surtout les PDF faut pas les montrer parce que ça reviendrait à ce qu'ils soient visibles sur internet quoi. Et tout n'importe qui pourrait les utiliser. Et alors, forcément d'une part je suis là genre qui va aller se coltiner une vidéo où je parle pendant 1 heure et repasser en arrière ou pour retrouver la page pour trouver les règles. Enfin, ça me paraît hallucinant. Et deux, j'ai pas osé lui dire que de toute façon, vous inquiétez pas, les gens trouveront toujours les PDF sur PDF Coffee ou je sais pas où, ou Scribd. Tous les PDF de jeux de rôle ils y sont, donc bref. C'est pas grave, alors c'est un peu rigolo parce que des fois je fais des demandes physiques, j'ai rien qui arrive et puis 6 mois plus tard les bouquins arrivent. Donc on verra, là j'ai demandé Alien, je sais pas trop si ça va débarquer. Il y a Chaosium, c'est un peu pareil en fait. Chaosium, une fois ils m'ont envoyé un bouquin physique, j'ai pas compris pourquoi. Et le reste du temps ils envoient les PDF, mais là ils sont un peu restés lettres mortes sur. Il y avait un bestiaire du basic système où j'ai pas eu de PDF ou quoi que ce soit, alors que généralement ils sont assez répondants, donc je suppose qu'ils sont très très occupés, comme les Cubicle 7 en ce moment. Cubicle 7, j'attends toujours. J'ai un bouquin qui est revenu chez eux parce qu'il était envoyé à la mauvaise adresse et ils ne m'ont jamais renvoyé. Donc c'est un peu emmerdant. J'espère que ça va arriver. Donc, puis non, mon bilan de la chaîne s'est bien passé. Voilà, les gens commentent, il y a du suivi, il y a des retours. C'est plutôt, évidemment, ce succès, il vient de vous. Hein, je veux dire, si vous regardez la vidéo, c'est parce que ça vous plaît. Donc c'est plutôt cool de savoir qu'on a un peu son travail est valorisé par des gens qui vont l'utiliser à droite à gauche. Évidemment, le jeu de rôle est un petit monde. Je pense que j'ai la chance aussi d'avoir une sorte de petite niche quelque part parce que je fais pas d'actual play, je commande pas les bouquins qui sortent en français, en fait je parle uniquement des bouquins anglais qui me plaisent, que j'ai lus. Donc évidemment ça réduit un peu le champ, mais j'oublie pas d'être assez honnête en fait sur ce que je fais, sur ce que je dis. J'ai évidemment aussi mes propres marottes. Moi je sais que par exemple ça me dérange pas du tout qu'il y ait de l'inclusivité dans les jeux de rôle, et évidemment ça peut colorer un peu ma vision. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout apprécié, j'ai eu déjà 2-3 commentaires et c'est extrêmement vénère sur, disons, mes opinions politiques, mais bon, généralement quand vous êtes breton et que vous savez que vous êtes la terre qui est responsable pour Le Pen et Bolloré, c'est un peu tendance à colorer la chose. Mais en tout cas, non, ça se passe super bien, et je pense que le truc qui était vraiment génial, le truc que j'ai préféré dans l'année, ce qui m'a fait halluciner, c'est en fait quand je suis sur Reddit, je vois un mec qui dit, ouais, dans le Reddit de Simbarum, et qui dit, ouais, machin, on a essayé de faire ça sur le jeu, et je le contacte en disant si vous êtes un développeur de Simbarum, est-ce que je pourrais vous interviewer? Et le gars me répond, il dit en fait c'est moi le créateur de Simbarum. Et ouais, c'était super quoi. L'interview avec Johan Johansson, ça a duré 1 heure, c'était
Alors, c'était très très long à traduire, c'était très très chiant à traduire, je vais pas vous avouer, je vais pas vous mentir, mais ça a été ouais, ça a été génial, quoi, parce que tu finis la campagne, tu peux discuter avec le gars, et en plus, il te dit tout ce qui va sortir pour Symbaroum, qu'on pouvait penser être une gamme complètement abandonnée, donc ça c'était que du bonheur, quoi. En vrai, c'était absolument génial, hein. Donc, je sais pas, peut-être essayer de refaire ça. En plus, il m'a dit, bah, si jamais on sort des Kickstarter, n'hésite pas à nous recontacter. Et je sais que ouais, je pourrais faire aussi ça avec Thomas Aronstrom, qui est le type qui fait Weissen, Blade Runner et compagnie. Mais bon, on verra dans le futur. Mon but, c'est pas d'être une chaîne d'actualité, hein, dans tous les cas. Donc, j'ai demandé pour la V5 de Cubicle 7, éventuellement, s'il pouvait faire ça. Mais je suis plus intéressé, par exemple, pour contacter. Bah là, j'essaie de contacter des gens, j'en parlerai peut-être, sur un projet fan de Warhammer. J'aimerais bien contacter Graham Davis et tous ces gens-là qui ont bossé pendant longtemps sur Vampire ou sur Warhammer pour justement apporter quelque chose. Où ce serait intéressant un peu de faire de l'archéologie de jeux de rôle, hein. Je pense que c'est toujours assez sympa comme thème. Donc ouais, en fait, pour la chaîne, plutôt cool, une belle année. On va essayer de poursuivre le rythme. J'ai lancé le podcast de AGN aussi, qui était vraiment quelque chose qui me tenait énormément à cœur, où j'avais tous les bouquins en haut qui sont là dans la bibliothèque, en me disant un jour, je ferai un podcast, un bouquin par épisode et compagnie. Et en fait, je laissais un peu toujours de côté. Et c'est en voyant une conversation sur, je sais plus, c'est l'assemblée de rôlistes, enfin le Discord, qui a scindé, qui a fait sécession de celui de Edge, quand Edge a dit nous on arrête d'avoir un Discord, où il y avait un mec d'une violence extrême sur Vampire la Mascarade, qui passait son temps à contredire les autres, et puis de manière extrêmement violente. C'est là où j'ai fait, c'est quoi, c'est peut-être mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça pourra pas être pire que ça. Donc c'est là où je me suis un peu lancé dans le jeu. Donc c'est un gros truc, hein, parce que il y a plus de 60 bouquins, donc ça va faire. Alors, ils sont plus ou moins gros, hein, puis il y en a qui sont pas très intéressants. Mais quand je vois, par exemple, j'ai préparé Chicago by Night, ça m'a pris 1 heure, hein, parce que, enfin, à enregistrer, parce que c'est vraiment un gros bouquin qui est quintessentiel dans l'histoire de Vampire. Mais bon, d'autres seront beaucoup plus courts, hein. Je vous avoue que les bouquins qui parlent les catalogues de pouvoir et tout, c'est pas, je vais pas trop y passer ma vie. Mais bon, c'est cool, ça avance bien, donc on va voir ça pour comment ça se découpe l'année prochaine. Donc évidemment, bah, on peut se poser un peu la question de perspective 2026. Donc moi déjà, point de vue de jeu de rôle, bah, c'est continuer ce que j'ai un peu sur le feu. Mon grand projet, c'est la fameuse campagne que j'ai écrite, qui est motorisée par Dragonbane de Final Fantasy. Donc en gros, je suis un grand fan de la série des Final Fantasy, comme beaucoup de gens. J'ai découvert, comme tant d'autres, avec mes 400 francs, j'étais acheté le Final Fantasy VII quand j'étais petit, et quand j'ai lancé le jeu, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je suis sorti de là 3 heures plus tard, il faisait nuit, donc c'était assez impressionnant. Et donc j'avais l'idée de faire une vraie campagne Final Fantasy, mais j'ai ma propre version, comme beaucoup de gens, de ce que devrait être Final Fantasy. Donc pour moi, FF, c'est essentiellement du simili-donjon au niveau du système, un système très très simple, avec tout un vocabulaire, un lexique, un champ lexical, pardon, qui renvoie à des éléments qu'on retrouve dans chaque Final Fantasy, les invocations, les chocobos, les mogs, les jobs, etc., etc. Et à partir de ça, en fait, j'ai créé un univers en prenant un élément récurrent, mais pas hyper important dans la série des Final Fantasy, qui sont les trains. En fait, si vous regardez dans FF7, FF8 surtout, et FF15, les trains ont un rôle assez important. J'ai relié ça à un jeu que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Metro Exodus, qui était basé sur le livre de Dimitri Glukovski, donc, où en fait on sort du métro moscovite et on va en train dans les ruines post-apocalyptiques de la Russie, et le train devient une sorte de base avancée narrativement, et j'avais beaucoup aimé ça. Donc ça se passe dans un monde classique à la Final Fantasy, il y a un méchant empire, il y a un royaume, il y a des cités marchandes et compagnie, et donc c'est très humain-centrique, hein, un peu comme FF12, et en fait l'idée c'est qu'il y a les anciens ont été détruits il y a très très longtemps, donc forcément la race des anciens, et ils ont laissé derrière eux tout un réseau qui s'appelle le Nexus, de rails, sur lesquels peuvent rouler des trains qu'on appelle les arsenaux. Donc un arsenal qui est une sorte de train Magitech magique, donc qui pourra être customisé avec un système de base par les joueurs. Et l'idée, c'est qu'il y a dans ce monde-là, il y a des terribles tempêtes de neige qu'on appelle les Coriolis, évidemment j'ai piqué ça ailleurs, qui peuvent tomber sur n'importe qui n'est pas protégé dans une cité. Donc, suite à cette tempête de neige, si vous y survivez, il y a des monstres qui apparaissent, donc les monstres de Final Fantasy. Et l'idée, c'est que chaque cité est protégée par une invocation, qui est un cristal, un icône, et chaque icône possède un moyen de protéger la cité des Coriolis et des monstres qui l'attaquent. Donc, par exemple, la cité de Terre est protégée par Titan. Titan se révèle physiquement et protège, en fait, s'enroule autour de la cité.
Par exemple, Garuda, l'icône aérien, on a fait des grandes tempêtes qui repoussent les Coriolis. Alexander, qui vit à Termina, qui est une sorte de grand pilier. C'est la ville, en fait, Nexus de tous les chemins de fer. On possède, en fait, une sorte de phare qui crée la lumière et qui désintègre, en fait, les tempêtes à distance. Et l'idée, c'est que, en gros, encore une fois, l'Empire est très très vilain. Il est contrôlé par une impératrice. Donc c'est plutôt 19e siècle. En fait, je l'ai basé un peu aussi sur une coloration Russie tsariste. Et l'idée, c'est que donc vos joueurs vont se retrouver là-dedans. Ça commence, en fait, vous jouez un voleur qui va braquer un arsenal, et on lui dit il y a un coffre qui vaut 1 million de guilds, donc c'est l'argent, et il trouve le fameux objet à voler. En fait, c'est une jeune fille qui a les cheveux verts, que tout le monde veut essayer de rallier à sa cause, qui est amnésique évidemment, et qui peut contrôler les icônes, donc les invocations, et ça commence comme ça. J'ai créé des pré-tirés, donc il y a 9 pré-tirés, chacun des personnages a un passif. Par contre, après, c'est entièrement au joueur de savoir comment ils veulent jouer. Parce que pour moi, le grand truc de FF aussi qu'on oublie beaucoup, c'est qu'essentiellement, c'est des jeux où tout, pour triompher d'un mal absolu, donc un grand méchant, un dieu ou je sais pas quoi, il faut que les personnages que vous incarnez ont tous en fait des séquelles psychologiques, où ils ont un passé, un truc qui va pas, et ils doivent confronter leur passé psychologiquement pour justement affronter l'adversité. C'est le cas, je sais pas, dans FF10, Tidus il a un problème avec son père, dans FF7, Cloud il est à moitié schizophrène, il est à moitié mentalement il est pas là, Cloud Squall il est complètement asocial, il y a plein de trucs comme ça justement qui sont super importants pour moi. Et je pense que c'est pour ça que je dois me risquer à faire un jeu qui, même s'il se veut ouvert, reste assez narratif, assez archétypé en fait par beaucoup de choses. Donc l'idée c'est donc j'ai tout écrit, hein, je suis en train de finir les règles, mais ça me fait chier, je déteste écrire les règles. Mais en tout cas ouais, j'ai écrit en 3 actes, l'histoire, CD1, CD2, CD3, avec un historique, machin, et l'idée c'est qu'à la fin je le mets en page propre, je teste avec mes joueurs, j'espère IRL que je connais, et puis ensuite trouver un cartographe, éventuellement un illustrateur, pour faire un truc sympa, et je le balancerai en fan service, en gratos en fait sur le net, parce que j'ai pas envie de me prendre un procès de Final Fantasy, de Square Enix dans les dents. J'ai un autre projet aussi qui est pas du tout abouti, mais ça c'est très très, c'est pour ça que je veux finir Final Fantasy, parce que celui-là il me tient énormément à cœur. C'est l'idée je voulais faire Orpheus Reprojected, donc c'est un projet de reprendre Orpheus, donc le dernier jeu de la gamme White Wolf classique, de le réécrire dans l'enchaînement narratif des arcs, parce que pour moi ça marche pas, de changer de système, de me débarrasser du système de White Wolf et d'utiliser le système de Kane, donc qui est le jeu par le mec de Tom Bloom, qui avait fait Lancer notamment et qui a fait Icon. Bon, j'ai pas mal de soucis, parce que, je sais pas je sais un truc que je fais gratos, mais je sais pas si je vais pas me prendre un gros procès dans la tronche de la part de White Wolf ou de Paradox. Je connais quelqu'un à Paradox, donc je pourrais voir ça. J'ai eu le seul truc qui pour l'instant me met un peu d'espoir, à être baume au cœur, c'est que parce que je sais pas aussi si Tom Bloom va vouloir. J'ai envoyé un email, mais je sais pas s'il va accepter que j'utilise son système, est-ce que je dois le changer, comment ça marche, quoi. Et donc le seul truc qui me met du baume au cœur pour l'instant, c'est que j'ai réussi à contacter sur LinkedIn et à ajouter comme ami Lucien Soulbarn, qui est le créateur d'Orpheus. Donc j'aurais, en lui disant, voilà, j'aimerais bien refaire votre jeu, le réécrire à ma popote, en restant gratuit pour que des gens le redécouvrent. Donc pour l'instant il m'a dit oui. Alors j'ai pas été au-delà, parce que le Final Fantasy me prend un peu beaucoup de temps, mais je pense que il sera suffisamment à l'écoute pour me donner des conseils, me dire fais pas ci, fais pas ça, ou voilà une idée qu'on avait eue qu'on n'a pas implémentée, pour essayer de faire quelque chose qui peut rouler. Alors évidemment ce sera un produit de fan, hein, et c'est là en disant si vous voulez y jouer, achetez les bouquins aussi à côté sur Drive-Thru PDF qui doit être à 20 balles. Sachant qu'en plus Drive-Thru PDF ça a été créé par l'un des frères Wick, donc l'un des créateurs de White Wolf en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont le Storytelling Vault, qui est un sous-magasin entièrement dédié aux produits White Wolf, et aussi en fait aux produits de fans, mais sous une licence spéciale White Wolf pour les produits payants. Donc je sais pas, on verra, on va voir comment ça se goupille. Sinon, continuer un peu à maîtriser à droite à gauche. Et puis, au niveau des sorties, je sais pas trop. La Compagnie Noire, j'attends de voir, de Dark System Dream. Pareil, est-ce qu'ils vont faire d'autres scénarios, parce qu'ils ont un ou deux scénarios qui se baladent pour l'instant tout seuls, sans recueil. Je pense A Good Life, donc la bonne vie avec des ghouls, qui est absolument glacial, mais qui fait pas partie d'une campagne ou d'un truc spécifique. Il y a les vieux projets aussi Delta Green, comme la fameuse campagne qui vous explique sur la chute de la destinée, qui était une organisation méchante dans le premier Delta Green, et qui est censée être détruite dans le second Delta Green, donc je sais pas du tout. Pas mal de petits trucs, sinon à voir. La fameuse campagne Warhammer V5,
qui est en bêta-test. A priori, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre est en train d'être testé en ce moment même par Cubicle 7. Donc, est-ce qu'on l'aura en 2026? Je sais pas. Sinon, les bouquins classiques, Marienburg et compagnie, qui sont censés sortir. On n'a pas du tout de nouvelles parce que je sens que ça a été repoussé à cause de la V5 qui est un peu sortie comme un cheveu sur la soupe. Tester aussi la boîte d'initiation du The Old World, qui a l'air plutôt cool au niveau du scénario. Donc ça, j'ai hâte de voir et tester ça. Et puis, non, je pense que c'est déjà pas mal. Après, on va voir un peu au fil de eau. Il y a des trucs un peu rigolos aussi qui vont sortir. Je pensais vers la traduction et la publication en anglais de Sword World, donc, qui est l'un des plus gros jeux de rôle au Japon. Donc ça peut être marrant de jeter un coup d'œil sur ça. J'avais aussi pour projet justement de parler aussi de certains scénarios pour l'appel de Cthulhu japonais qui ont été traduits en anglais. Ça me semble assez rigolo, il y a des trucs très très marrants de ce côté-là. Puis bon, on verra après un peu ce que l'année nous réserve. Hein. Ça va être un peu... il y aura sûrement plein de choses à découvrir. Donc en attendant, pour terminer avec cette année, donc vous le savez, j'ai eu des jeux physiques qui m'ont été donnés par des éditeurs, et j'ai pas pour habitude de garder des jeux auxquels je ne joue pas, essentiellement. Donc voilà, il y a des choses que je dois vous donner. Donc il y aura Black Powder and Brimstone, qui est un hack pour Morkborg, un petit jeu basé sur Morkborg pour faire du Renaissance Berserk-like. Il y a le Sutra des feuilles pâles de l'appel de Cthulhu, donc c'est une campagne qui se passe au Japon des années 80, où on lutte contre un avatar d'Astur. Il y a, alors ça je pense pas que ça m'intéresse grand monde, mais on sait jamais, le 2e tome de la campagne des Trônes d'Épines en anglais pour Donjons et Dragons. J'ai Coriolis, le livre de base, le 3e horizon, l'horizon perdu, donc qui est la nouvelle version de Coriolis. Et il y a la boîte d'initiation de Weissen. Donc tous ces produits-là, vous l'avez sûrement vu parce que j'ai fait des vidéos dessus. Et en fait, je vais simplement vous les donner par tirage au sort. Donc c'est assez simple. Ce que vous faites, c'est que je vais mettre un email je vais mettre un petit truc dans la description de la vidéo. Vous envoyez un email. Vous dites juste éventuellement vos attentes donc pour 2026. Vous mettez aussi 3 des livres dont j'ai parlé ici qui vous intéresseraient potentiellement à récupérer, parce que évidemment je suppose que certains vont avoir plus de succès que d'autres, mais je pourrais pas faire plaisir à tout le monde. Vous avez jusqu'au 18 décembre pour m'envoyer un petit email, et ce que je ferai, c'est que je tire au sort en tout cas pour vous envoyer ça. Alors le seul truc que je vous demanderais, c'est peut-être une petite participation pour les frais de port. Parce que voilà, je peux pas non plus... je vous les donne, mais j'ai pas trop plus envie de me casser ma tirelire du Père Noël pour ça. Si jamais vous êtes sur Rennes ou sur la Bretagne, éventuellement, je peux vous les garder et vous les donner en main propre. Donc comme ça vous évite de payer pour quoi que ce soit. Donc voilà, comme je dis, vous envoyez un petit email, vous dites ce que vous attendez pour 2026. Vous mettez 3 des jeux dont j'ai parlé, des livres dont j'ai parlé qui vous intéressent, puis je ferai un tirage au sort... tout bête en fait, avec toute la liste que j'aurai accumulée sur un Excel. Il n'y a pas de triche. Juste un truc par contre, ça je serais extrêmement sévère par rapport à ça. Ne prenez pas un bouquin si ça ne vous intéresse pas. Ne prenez pas un bouquin, c'est pour le revendre derrière. Ça m'est déjà arrivé, j'ai donné des trucs, j'ai déjà revu 2 jours plus tard sur le Bon Coin ou sur le groupe de Rollis Facebook. Moi en attendant, j'ai des yeux et des oreilles sur tous les groupes de vente de jeux de rôle, sur tous les forums de jeux de rôle, sur Vinted et compagnie, donc ne jouez pas au con. Ce serait pas très malin parce que le premier truc que je ferais, c'est vous défoncer. Et vous défoncez sur la chaîne, vous défoncez dans vos commentaires, donc ne faites pas ça. Franchement, si vraiment ça vous plaît pas, testez-le, laissez-le de côté, donnez-le à quelqu'un que ça intéresse. J'irai pas vous faire chier dans un an là-dessus, mais soyez pas cons, quoi. Ça reste du jeu de rôle, ça reste un truc de passionné. C'est des trucs qui me sont donnés par des éditeurs pour que justement l'envie se propage de jouer à ces jeux-là, donc... de toute façon, très honnêtement, vous en tirez que dalle. Faut pas vous mentir. La majorité des gens qui achètent des bouquins en anglais, ils attendent que ce soit pas cher du tout, ils savent exactement les prix. Je dis n'importe quoi, quand moi j'ai voulu acheter la bonne initiation en anglais, il y a un mec qui a voulu me la vendre à plus de 30 balles, je lui ai dit écoute mon gars, c'est simple, moi je peux l'acheter à 25 balles sans frais de port en Irlande, et j'ai attendu, et comme ça j'ai les prix exactement que je veux. Donc voilà, ne faites pas ça, s'il vous plaît, je vous en conjure. Et puis sinon c'est tout pour moi, donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, et puis à très bientôt en attendant pour une nouvelle année qu'on espère riche en émotions holistiques. Allez, salut!